Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Deuxième partie de cette matinée avec nos 4 débatteurs. Mettez-vous d'accord, on va voir s'ils se mettent d'accord sur les grands sujets que nous traiterons. Évidemment, il y a l'élection américaine avec ce virage, cette nouvelle élection, on vient de le voir, sans doute à la fois pour les démocrates qui repartent dans la course et puis les Américains, bien sûr, avec leur champion désigné après avoir été visé. Et puis, il y a la situation politique en France, un week-end de folie à l'Assemblée nationale comme la 5e République n'en a jamais vécu, avec des élections surprises, le RN qui finalement soutient LFI, LFI qui obtient une majorité, enfin en tout cas la gauche, qui obtient une majorité au sein de la présidence, du bureau de l'Assemblée nationale. C'est incroyable. Et donc, qu'est-ce que ça présage? Et puis, cette tentative de Gabriel Attal de s'entendre avec Laurent Wauquiez. Il y aura une conférence de presse, d'ailleurs, de la droite républicaine, le nouveau terme utilisé pour les anciens LR, de Laurent Wauquiez dans la matinée. Et puis Israël aussi, avec à la fois l'accusation, enfin les critiques de Thomas Porte, le député LFI, qui ne veut pas tout simplement des athlètes israéliens au JO, hein, et puis aussi l'ancien patron du renseignement intérieur et de la protection intérieure, l'espèce de DGSI israélienne, qui s'appelle Shin Bet, Hamayon, qui tout simplement appelle à la désobéissance civile contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Voilà les sujets qu'on va traiter ce matin. On reviendra peut-être aussi sur la violence à La Rochelle pendant le week-end. Je vous présente nos 4 débatteurs immédiatement. Noémie Alua, bonjour. Noémie, vous êtes journaliste, essayiste, auteur de La terreur jusque sous nos draps. C'est une façon de revenir sur le 7 octobre. Vous nous direz exactement tout à l'heure peut-être de quoi il s'agit. Anne Durez, vous êtes avocate, juriste, et vous êtes présidente de l'association Femmes de Loi. Et si je dis que vous êtes plus proche du centre, vous acceptez cette qualification? Absolument. Ah bon. Bonjour à tous. Merci de votre précision. Alex Darmon, vous êtes journaliste, c'est la chaîne YouTube Les Indécis, vous êtes producteur aussi de documentaires, notamment on se souvient d'un documentaire, Le ministre qui ne devait pas l'être. Oui. Vous, j'ose pas dire si je vous qualifie dire ce que vous voulez de ce moi. que je veux, Oui, de la droite, non. Voilà. Non, je suis pas... non, je suis journaliste, normalement on est neutre, vrai. Normalement. Normalement c'est vrai, ouais. On a tous un œil. Philippe Lenchener, vous êtes un communicant, mais vous aidez aussi pas mal de politiques. Vous êtes président de l'association de l'agence de communication Réputation Âge, et on peut dire que vous êtes proche du PS ou des sociodémocrates aujourd'hui, de sensibilité. Vous avez travaillé avec eux. Alors le mot sensibilité est juste, puisque aujourd'hui des gens comme moi sont sans domicile fixe, politiquement parlant. Donc le mot social-démocrate est parfait, oui. Alors on va commencer par vos coups de cœur et vos coups de gueule respectifs, et je propose à Noémie Alua de revenir sur les élections américaines finalement. Oui, tout à fait. Parce que vous vouliez mettre un focus sur un documentaire que diffuse Netflix. Dites-nous. Exactement. Alors c'est pas un documentaire, c'est un film. C'est un film donc fiction. Qui est exactement. C'est une fiction. C'est mon coup de cœur. C'est une recommandation d'ailleurs pour le film Une ode américaine qui est disponible en ce moment sur Netflix et qui raconte la vie de J.D. Vance. Vous savez, c'est celui qui a été choisi par Donald Trump. Ils ont eu du nez, dites-moi, Netflix, là. Tout à fait. Ils ont eu du nez. C'est un film, en fait, qui était déjà sur la plateforme et qui raconte la vie, donc, de J.D. Vance, qui est celui qui a été choisi par Donald Trump pour être son futur colistier ou vice-président, si jamais demain il venait à gagner la Maison-Blanche. On verra bien. Et c'est, en fait, une interprétation cinématographique de son livre qui était une autobiographie et qui a été un véritable best-seller aux États-Unis, qui raconte le parcours d'une famille de l'Amérique profonde, d'une classe ouvrière, de ce qu'on appelle familièrement les rednecks, les white trash. Ce sont les premiers qui ont voté pour Donald Trump, et l'histoire raconte l'histoire de cette famille, son histoire à lui. C'est très tendre, c'est un film d'une très grande tendresse. Et on dit de David James Vance, ce jeune, parce qu'il a moins de 40 ans, voilà, ce jeune ancien Marines, ancien officier, oui. Devenu auteur de romans, puis devenu gouverneur, et on dit pour faire court, sénateur de l'Ohio et peut-être futur vice-président des États-Unis. Et donc il est dans le ticket le vice-président potentiel de Donald Trump, républicain. Donc on dit de ce garçon qu'il est un peu, ça c'est les analystes politiques, les politologues américains qui disent qu'il est un peu au blanc
et aux Blancs de l'Amérique centrale, ce que Barack Obama était aux Noirs de Chicago et des centres périurbains pauvres et difficiles. Barack Obama a été un peu leur idole. Ils ont voté pour lui massivement et lui appellerait un vote au fond d'une Amérique blanche, pauvre et un peu qui se sent délaissée, c'est ça? Voilà, c'est le symbole de la classe ouvrière blanche américaine et certains le comparent effectivement à Barack Obama. Pour ce qu'il représente sociologiquement, c'est un symbole. C'est pour ça que c'est intéressant de voir que Donald Trump l'a choisi. C'est un homme en plus qui a vraiment un parcours à l'américaine, un rêve américain qui vient de tout en bas de l'échelle sociale. Et ça, c'est encore moins possible aux États-Unis, qui vient d'une famille pauvre, en difficulté, avec tout ce que cela comporte comme complexes sociaux. Très religieux, je crois, protestant et très religieux. Ça n'apparaît pas, en tout cas, dans le film. Alors là, ça, ce sont ses positions. Ce sont ses positionnements politiques à lui. Mais en effet, c'est en tout cas un grand symbole. Mais Noémie Ayouha, pourquoi ce coup de cœur? Pourquoi vous vouliez attirer notre attention ce matin sur ce film, cette fiction de Netflix? Parce qu'elle est bien faite ou parce que vous êtes proche de cette... C'est une interprétation cinématographique de son autobiographie. Donc ça raconte son histoire. Okay. C'est une fiction parce qu'il y a des personnages, parce qu'il y a sans doute des choses qui sont inventées, mais ça retrace malgré tout son histoire à lui, qu'il a lui-même écrit dans son livre. Ce que je trouve intéressant, c'est que des personnages de cet ordre-là, parfois, si vous voulez, quand on est en France, on a peu accès à leur histoire. Et là, il suffit de regarder un documentaire sur Netflix ou un film pour pouvoir le connaître. Donc c'est accessible. C'est ça que je trouve intéressant. Oui, est-ce que ça fait réagir nos autres amis autour de la table? Philippe Lenchener. D'abord, je vous remercie pour ce point parce que quand j'entends depuis hier toutes les discussions qui ont cours sur cette élection, il y a quelque chose de tragique, c'est que les Français collent leurs réflexes. Donc, c'est-à-dire, selon que je suis plus ou moins pour des solutions autoritaires ou pas autoritaires, selon que je suis dans un camp démocrate en France ou dans un camp qui serait plutôt proche de celui de Trump en France, je cale ma pensée française sur l'élection américaine. Et donc ça c'est une erreur. C'est une recette pour le désastre parce que, enfin, on en parlera tout à l'heure, j'imagine, mais la situation est beaucoup plus subtile que ça. Ce que Biden a amené aux États-Unis est plus subtil que ça. Ce que Trump a amené aux États-Unis est plus subtil que ça. Et donc, si on essaye d'avoir le débat américain, avec nos loupes françaises, c'est une réduction et donc de vous êtes la assez pensée d'accord avec terrible. Noémie Ayouha. Allons regarder ce documentaire de Netflix. Parce qu'on y verra une autre sensibilité, on réagira. Mais surtout, c'est-à-dire que, vous voyez, on traite le conflit israélo-palestinien avec nos lunettes françaises. On traite tous les conflits. Mais c'est un peu normal, en même temps. On part de nos... on n'a pas forcément la culture suffisante. Moi, je me mets à la place de ceux qui sont d'accord avec nous, qui nous écoutent, et qui se disent, bah oui, d'accord, mais nous, on fait avec ce qu'on a. Justement, ce qu'il faut expliquer à ceux qui nous écoutent, c'est que aujourd'hui, c'est très facile de faire un peu d'effort et d'aller se documenter. En regardant un bon film sur Netflix, je suis d'accord. Nous sommes dans une époque où nous n'avons jamais eu à notre disposition autant d'éléments pour pouvoir aller comprendre quand on nous dit qu'il s'est passé telle chose et telle chose. Il y a du fast-checking qui est à la disposition de chacun. Et ce qui nous tue, c'est l'absence d'effort aujourd'hui. Alors écoutez, moi je propose aux auditeurs de Sud Radio, au 0826 300 300, de nous appeler s'ils ne sont pas d'accord avec vous. Ils en discuteront avec vous. Philippe Lenchener, président de l'agence Réputation Age. Anne Durez, vous vouliez réagir aussi à cette suggestion d'aller voir cette fiction sur David James Vance, le nouveau du ticket Trump-Vance. Alors, ce qui est intéressant, merci Noémie, j'irai voir ce documentaire ou ce film. Ce qui me paraît intéressant, c'est de souligner à quel point, aux États-Unis, beaucoup plus qu'en France, le narratif a une grande importance. Le récit, le narratif, historique. C'est exactement. Le récit, l'aventure, l'expérience d'une vie, de quel milieu est-on issu? Est-ce qu'on est fils ou fille d'immigrés? Quelles études a-t-on faites? Est-ce qu'on s'est battu? Dans quelle université est-on allé? Alors, en France, on s'intéresse... On fait ça aussi chez Renault. Oui, mais d'abord, premièrement, beaucoup plus récemment, et deuxièmement, même si on parle de la vie privée, aussi en France... On en a eu un exemple lors des dernières élections présidentielles, en tout cas en 2017. Je trouve que le narratif est moins poussé qu'aux États-Unis. Et Noémie, vous disiez que c'est important de souligner, quand on part de rien, qu'on a réussi. Il y a un dicton, enfin c'est plus qu'un dicton, je ne sais plus quel politique a dit ça, mais en tout cas, on dit aux États-Unis « From the log cabin to the White House », de la cabane de Rondin à la Maison Blanche. Et il y a un président
désolée, j'ai oublié son nom, qui il y a quelques siècles a réussi à se hisser jusqu'à la présidence des États-Unis. Alors que c'était un bûcheron. À peu près ça. C'est le rêve américain. Un homme de la forêt. C'est l'expression même du rêve américain. Et je trouve que s'intéresser au narratif, c'est essentiel quand on s'intéresse aux États-Unis. Alors ça devrait vous séduire, le producteur de documentaires, le journaliste Alex Darmon. Ouais, non mais je connaissais pas ce film, donc merci pour la recommandation. Et c'est vrai qu'on connaît pas beaucoup en France ce vice-président qui a été choisi par Donald Trump. Donc pouvoir se renseigner, pouvoir connaître, c'est aussi un virage dans la campagne de Donald Trump. Le fait, on disait qu'il y a quelques semaines, il avait un discours qui était un petit peu plus lisse. Là, on se rend compte que son discours va encore un peu se durcir. Et par ce choix, j'ai l'impression, c'est peut-être qu'une impression, et je découvrirai ce personnage, Vance, dans ce film, j'ai l'impression qu'il veut aussi quand même envoyer un vrai message à sa base électorale, en leur disant, je vous ai pas oublié, parce que les premières lignes, les premières connaissances qu'on a de ce vice-président, ce choix de vice-président sont quand même assez durs. C'est quand même quelqu'un, on l'a dit, en tout cas, c'est ses positions anti-IVG, toutes ces choses-là. Et je crois que c'est important de savoir aussi quel est le pendant qu'a choisi Donald Trump pour l'accompagner. Il était très critique, faut pas l'oublier. Vance était un type qui, si je peux me permettre, parce qu'il parle comme ça et il se présente comme ça, qui se voulait très proche du peuple, parce que lui-même est en effet fils d'ouvrier, enfin. Puis très jeune aussi. Oui. Il est très jeune, mais par rapport à Donald Trump. Il était très critique vis-à-vis de Trump. Il disait que Trump défendait pas, que c'était un fasciste, quoi. Ouais. Et puis ça y est, ils se sont réconciliés, quoi. C'est les évolutions de la vie politique et de la vie tout court. Alors vous aviez un coup de cœur, vous aussi. Un coup de cœur non, un coup de gueule plutôt. Un coup de gueule. Ah bon, ouais, mais on y reviendra. Mais Anne Durez, elle, a un coup de cœur sur je me suis emmêlé les pinceaux, pour être tout à fait honnête. Je pensais que c'était vous, Alex, qui voulez parler de la campagne électorale américaine. Non, c'est Anne Durez, donc profitons-en. Anne, vous vouliez, lancer un coup de cœur à une femme, alors, hein? Absolument. Mon coup de cœur est destiné à Kamala Harris et vraiment en toute transparence, j'ai visionné ce week-end, avant même l'annonce par le président Biden de son retrait de la course à la présidence américaine, j'ai visionné sur Arte un documentaire qui dure 1 heure environ sur Kamala Harris. Qui est-elle? D'où vient-elle? Quels ont été ses combats? Et ce que je trouve très intéressant dans ce documentaire, en tout cas on va peut-être parler de la personnalité de Kamala Harris et de son parcours, c'est que comme juriste, première femme élue procureur général de Californie, première femme noire, première femme afro-américaine ensuite au Congrès. C'est une grande défenseuse, devrais-je peut-être dire, de l'état de droit. Et je trouve que ça, c'est absolument crucial dans son parcours. Non seulement elle a défendu les minorités, mais elle combat aussi, elle a combattu en tant que procureure de Californie toute la délinquance criminelle, y compris en col blanc. Donc c'est une femme, une juriste, qui a aussi fait preuve, on le voit dans ce documentaire, je vais être très brève, qui a fait preuve de combativité, et c'est une redoutable débatteuse. Lorsque plusieurs candidats se sont présentés pour être juges à la Cour suprême, on le sait probablement, ils sont auditionnés par le Congrès. Elle a été remarquable dans son questionnement, elle en a mis en difficulté plus d'un, ça laisse augurer de moments très intéressant pendant les débats à venir. On va voir si la solidarité entre juristes français et américains, entre latins et anglo-saxons, se vérifie autour de cette table dans quelques instants. Merci Anne Durez. Donc coup de cœur à l'égard de Kamala Harris. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. Restez avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Les débats de l'été avec nos 4 débatteurs que je vous représente dans quelques instants. Mais l'actualité, c'est sur Sud Radio. C'est l'actualité la plus chaude. Je vous donne tout de suite l'information qui vient de tomber à l'instant, dégoûtée peut-être par les débats au sein de la gauche. Eh bien, Laurence Tubiana, l'ancienne diplomate, ancienne présidente de la Convention citoyenne sur le climat, Laurence Tubiana renonce, vous entendez bien, elle renonce elle aussi à être la candidate du nouveau Front populaire de la gauche au poste de Premier ministre ou de Première ministre, si ça avait été son cas pour elle, évidemment. Voilà, on reviendra tout à l'heure sur la politique française, mais avec nos 4 débatteurs que je vous présente à nouveau immédiatement, on va revenir sur les élections américaines, la campagne présidentielle. Avec nous Noémie Alioua, journaliste et essayiste, Anne Durez, présidente de l'association Femmes de Loi, avocate et qui défend Kamala Harris, on l'a vu, la juriste qu'elle a été, puisqu'elle a été procureure, Alex Darmon, producteur, journaliste et
Philippe Lenchener, communicant et fondateur et président de Réputation Age, l'agence de communication. Anne Durez, vous étiez en soutien de Kamala Harris. Pour vous, c'est elle qui sera désignée automatiquement. Elle a quand même quelques rivaux au sein des démocrates. Oui, j'ignore si elle sera désignée. Elle est en tout cas, elle a un certain nombre de soutiens. Bon, Biden, le président Biden. Et au-delà de ça, Bill et Hillary Clinton, leur voix porte-t-elle encore? On peut se le demander. Elle a aussi pour elle... Obama aussi. Pas encore. Hein. Le président Obama ne s'est pas encore prononcé. Pas encore. Mais elle a pour elle, ça c'est à souligner, les donateurs et les représentants du Parti démocrate dans les États américains. C'est tôt pour le dire. Lui ont majoritairement apporté leur soutien. Elle a levé beaucoup de fonds... au service de Biden. Même pour elle, après la démission de Biden. C'est tôt pour dire. Alors, évidemment, il y a des... Ce point est discutable. Alors, il y a aussi... Il se trouve qu'elle a la procuration et la Dans le micro, Philippe. Il se trouve qu'elle a la procuration et la signature. C'est différent. Mais l'argent... peut être gelé. L'argent a été... Non. Il peut être gelé. Là, vous allez perdre nos auditeurs dans des considérations juridiques. L'argent a été amené au couple Biden-Harris. Et elle a ce que vous dites tous les procuration sur l'argent. Ce que vous dites tous les trois révèle qu'en réalité, à l'heure qu'il est, il y a encore des débats technico-juridico-financiers au sein du Parti démocrate, parce que, en effet, tant que la convention démocrate du parti n'a pas désigné formellement un nouveau candidat ou une nouvelle candidate, eh bien, Kamala Harris n'est pas automatiquement la candidate, même si en effet elle a le soutien de Joe Biden depuis hier soir. Et de son épouse, et elle a, comme vous dites, la signature donc pour les 240 millions de dollars et les nouveaux millions de dollars qui ont été engrangés depuis le renoncement, depuis 12 heures à peine. Hein. Donc vous avez raison, Anne Durez, de souligner qu'elle a obtenu sur son nom là à nouveau de l'argent, mais ça suffira peut-être pas. Il y aura le débat. Mais au-delà de ça, Alex Darmon, qu'est-ce que vous inspire le soutien d'Anne Durez à Kamala Harris? Non, mais je le comprends. La solidarité entre juristes. Non, mais je comprends. C'est une femme exceptionnelle. De toute façon, quand vous êtes à ces postes-là, à ces niveaux-là, quoi qu'il arrive, vous êtes procureur. Procureur et vice-présidente des États-Unis. Vous êtes des personnalités exceptionnelles, quoi qu'il arrive. Maintenant, faut être honnête, tout est écrit. Enfin, je veux bien qu'on nous dise qu'elle ne sera pas candidate ou qu'il y a encore un simple doute d'ici au mois. Vous n'y croyez pas, vous? Mais non, j'y crois pas. D'ici au mois d'août, déjà, on nous annonçait que Joe Biden allait se désister pour des problèmes de santé. On sait pas vraiment ce qu'il a. On sait très bien qu'aujourd'hui, ils ont plus le temps d'aller chercher un autre candidat dans ce petit temps de campagne qui va se dérouler face à elle. Le problème pour elle, moi, je pense, pour elle et pour les démocrates en règle générale, c'est que d'abord Donald Trump est très fort. Premièrement, il est très fort avant même la tentative d'assassinat. Il était très fort et là, il est renforcé par cette tentative d'assassinat sur le fait qu'autour de lui, il faut faire bloc. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que Kamala Harris, quand vous parlez avec les Américains, elle n'a pas imprimé auprès de l'opinion depuis 4 ans. Je suis désolé, je vous engage à le faire, à parler avec des Américains, ce que j'ai pu faire ces derniers jours et ces dernières semaines. Elle devait combattre l'immigration, elle devait en faire un combat, en tout cas politique. Elle est passée complètement à côté. Elle devait être la caution des, entre guillemets, wokistes américains et des féministes. Pareil, elle est passée à côté parce que elle n'a pas réussi à imprimer auprès de cela. Même, on l'a même attaqué sur sa vie personnelle à Kamala Harris, en disant qu'elle était mariée avec ce qui s'est passé, mariée avec un juif, qu'elle pouvait pas comprendre ce qui se passait dans les banlieues ou dans les populations hispaniques. Bref, en tout cas, elle n'a pas réussi à imprimer. Et aujourd'hui, pourquoi Joe Biden s'est désisté? Il faut dire la vérité. Il s'est désisté pas pour les problèmes de santé, sans doute que ça le regarde, on verra ce qui se passera dans les jours qui viennent, mais parce qu'il descendait dans les sondages, que c'était une catastrophe et qu'il fallait absolument réagir de la part des donateurs, de la part des têtes pensantes des démocrates. Alors tout de même, j'ai une objection à vous faire. Mais je vous en prie. On avait noté, juste après l'attentat d'assassinat de Donald Trump, notamment vous nous aviez révélé ici que c'était lié à sa nouvelle directrice de communication et de campagne, que Trump essayait de se donner une autre image, plus consensuelle. Est-ce que ça suffisait? Mais est-ce que cette réinvention politique de Trump, 48 voilà, heures. voilà, mais ça suffisait. Il a insulté Biden hier. Mais oui, ça suffisait en fait. Face à Joe Biden, ça suffisait. Ça s'est envolé, ça. Mais c'est fini, et c'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'il va chercher. Pour lui. Honnêtement, je crois pas. Non. Sincèrement, je ne crois pas. Après, la vérité des résultats et des élections le dira. Mais une chose, enfin, quand je vous dis que tout est écrit, c'est quand même un débat qui s'est déroulé au mois de juin dans les élections américaines. Ça n'était jamais arrivé. Ils ont
réussi à se mettre d'accord pour faire un débat entre Joe Biden et Donald Trump dès le mois de juin. Pourquoi ? Pour que les démocrates puissent voir que Joe Biden n'était pas à la hauteur. Donc en fait, et qu'ils puissent réagir. Ils avaient lancé ça pour montrer que Biden était dépassé et pour le pousser. Fatigué. Ouais. Philippe Etchener. Bon, alors d'abord... Dans le micro, Philippe, s'il vous plaît. Oui, d'abord, moi je suis avec Anne sur le fait que Kamala Harris est une femme formidable. Le sujet n'est ni social, ni personnel. Ni personnel. C'est pas une affaire de personnalité, c'est ça que vous dites. Ce qu'il faut comprendre, c'est la chose suivante. Et on a du mal à le voir en France. C'est pourquoi je louais l'initiative de Noémie tout à l'heure. De nous suggérer d'aller voir ce film de Netflix. Ce que nos auditeurs doivent comprendre, c'est que Joe Biden, et je suis prêt à prendre toute personne en débat, Joe Biden est le meilleur président que les États-Unis aient eu ces 30 dernières années. On a beaucoup d'auditeurs qui soutiennent Trump, je peux vous dire. Mais ils le soutiennent mais je les comprends également, car je comprends pourquoi de France, on peut soutenir Trump. Si on est américain... Et pourquoi Biden a été bon alors ? Non, c'est pas qu'il a été bon. Il a été le meilleur président de ces 30 dernières années. Carrément. Une sortie absolument époustouflante du Covid. Une loi sur les infrastructures incroyable. Il a relancé l'investissement dans les infrastructures d'État. Il a remis les routes. Il y a enfin des semi-conducteurs aux États-Unis. Qui était tenu par Taïwan et par la Chine. Voilà, absolument. Socialement, les vétérans étaient sous substances toxiques parce qu'ils ne s'en sortaient pas des traumatismes des différentes guerres. Il a créé des lois sociales de façon à ce que les seniors également puissent avoir accès aux... Oui, mais il dégringolait dans les sondages. Ça se voit pas chez les Américains. C'est là où j'ai un désaccord fondamental avec Alex. Il descend dans les sondages pour des raisons cognitives. Parce qu'effectivement, il devient grabataire. Et quel est le sujet qui est posé aux Américains à Kamala Harris? Et c'est là où c'est pas si simple pour les démocrates. Le bilan économique de Joe Biden est-il transférable ou pas à Kamala Harris? Et peut-elle le porter alors qu'elle a été mise à côté? Et votre avis, c'est quoi? Parce que sa feuille de route était autre. Mon avis est que ça va être très, très, très difficile. Donc vous rejoignez plutôt Alex Darmon de ce point de vue-là. Je dis qu'elle a... Non, parce que moi, je me souviens de Dominique Strauss-Kahn, et je me souviens d'une victoire promise à un autre camp, et je me souviens de quelqu'un qui avait 3%, qui finit à l'Élysée. Donc, il reste 3 mois Hollande et demi. Qui bat Strauss-Kahn de fait, donc, quoi, il reste 3 mois et demi. Est-ce qu'elle sera bonne sur l'économie ou pas? Si elle est bonne sur l'économie, ce sera super, super, super serré avec ce sujet des États-Unis. C'est le sujet déterminant chez les électeurs américains, l'économie, c'est ça? Le business, la vie, c'est la seule façon pour laquelle les démocrates peuvent ne pas aller à la pêche et peuvent se mobiliser pour assurer par un surcroît de mobilisation le fait que Kamala Harris passe. Ce que j'entends de vous trois, vous soutenez Kamala Harris peut-être ou pas, mais au moins tous vous dites ça va être très compliqué et vous êtes quand même tous ce matin à considérer que Trump a encore carrément toutes ses chances. Oui, et encore pour une autre raison, puisque je rejoins ce que vous disiez, j'ajoute une autre raison, ce dont on vient de parler plus ou moins, c'est que Kamala Harris, malgré son parcours impressionnant, restera un choix par défaut. Oui. Elle n'a pas été... Si elle est demain investie par le Parti démocrate, elle ne sera pas investie pour ce qu'elle représente, pour ce qu'elle incarne, pour sa force, pour son parcours. Elle sera investie parce que le On va pas l'oublier ça quand même. On va pas l'oublier très vite. Moi, je pense qu'on ne l'oubliera pas. Parce qu'elle n'a aussi pas véritablement imprimé au cours de ces années à la vice-présidence. Elle restera le choix numéro 2. Et juste pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport au bilan de Joe Biden, qui est bien meilleur que tous les présidents qui l'ont précédé, vous avez sans doute raison, ce qui n'empêche pas que Trump soit beaucoup plus populaire. Mais parce que si Trump est populaire, ce n'est pas forcément pour... Non, parce que Trump, c'est un personnage anti-système. Et beaucoup de gens ne vont pas aller regarder son bilan dans le détail. Ils vont se dire juste, nous sommes attachés à ce candidat truculent qui est anti-système et qui nous ressemble beaucoup plus que pour son bilan économique. Alex Darmon. Non, on n'oubliera pas effectivement que c'est une candidate par défaut et elle-même ne va pas l'oublier. Ça va être très très dur pour elle de rentrer dans la campagne comme ça, même si tout est, je le pense vraiment, préparé depuis plusieurs mois. Mais c'est pas déjà fait du coup? Elle est pas des... On verra dans les jours qui viennent. Mais juste pour répondre à Philippe sur le bilan de Joe Biden. D'abord, un bilan pour moi politique.
politique se fait des années après sur des présidents de la République en France et même aux États-Unis. Et effectivement, je pense que Joe Biden aura un bon bilan. Néanmoins, vous pouvez pas lui donner, plutôt la bonne gestion du Covid. Je veux dire, la gestion du Covid, une fin de Covid s'est faite entre Donald Trump et Joe Biden. Les deux présidents sont responsables de cette sortie du Covid. Sur l'économie, vous verrez, et on le voit déjà, les bons résultats sont aussi à mettre d'une certaine manière au crédit de Donald Trump. Et une dernière chose. Vous savez, les Américains, quand vous parlez avec eux aujourd'hui, quand Trump est passé, il y a une chose qu'ils lui ont reconnu, c'est le fait qu'il ne fasse pas la guerre. Vraiment, oui, ils n'en pouvaient plus de la guerre. Et en fait, Joe Biden restera quand même le président qui a malheureusement, et on peut le comprendre, soutenu l'Ukraine, soutenu Israël, et c'est normal, c'était aussi le rôle d'un gendarme du monde. Néanmoins, ça sera à mettre à son bilan. Anne Durez. Oui, évidemment, Kamala Harris n'a pas que des atouts pour elle. Mais ça il faut quand même qu'on dise du même qu'on parce que c'est la politique, il y a du pour, du contre, et puis des forces et des faiblesses concernant chaque candidat, chaque candidate. Ce que je voudrais quand même souligner, c'est que quand on est numéro 2 aux États-Unis, quand on est vice-président, on a peu d'espace politique. Souvenons-nous, quand Joe Biden était vice-président, on l'entendait peu. C'était le président qui était sur le devant de la scène. Kamala Harris, c'est exactement la même chose. Deuxièmement, il est vrai qu'elle a eu un dossier très difficile, mais brûlant à gérer, très complexe, l'immigration. Et elle est fille d'immigrés. Donc c'était d'autant plus difficile pour elle. Dernière chose, oui, en effet, c'est une candidate, si elle est investie par le Parti démocrate, qui sera une candidate certainement par défaut, mais n'oublions pas, il a fallu aussi que Joe Biden gère et son entourage le timing, si je puis dire, le moment de son retrait, parce que vous entendez des voix républicaines qui disent s'il n'est pas capable de rester dans la course à la présidence, qui démissionne. Donc il a fallu gérer tout ça. En une phrase, une phrase. Une phrase. Quand vous êtes vice-président aux États-Unis, vous avez une immense mission. Johnson avait le Vietnam, Hillary Clinton a eu le social. Et vous la réussissez ou pas? Hillary Clinton, pour des raisons X, Y, Z, a été créditée de l'avoir réussi. Et Kamala Harris. Le problème de Kamala Harris, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut rien mettre à son crédit. C'est le pépin. On verra dans les semaines qui viennent ce qu'il en est, s'il entre, comme disait Alex Darmon, dans cette campagne. À tout de suite, vous êtes sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Et entre 10h30 et midi, c'est avec nos 4 débatteurs. Mettez-vous d'accord. Alors, on va parler de politique française maintenant, après avoir traité de la campagne électorale américaine qui prend un nouveau virage avec une nouvelle élection qui est repartie avec le renoncement, évidemment, de Joe Biden. Dernière information des 12 dernières heures. Alors là, Alex Darmon, on entre dans la politique française, mais à travers l'international, on va le voir, et le conflit israélo-palestinien. Alex Darmon, un coup de gueule. Oui, ce matin, si les responsabilités, la haine, l'antisémitisme avaient un nom, je pense que ce serait celui de Thomas Porte, le député de la France Insoumise, qui samedi, en plein Paris, lors d'une manifestation avec son écharpe tricolore, trouve judicieux, intelligent... Député, il faut rappeler, député LFI, Seine-Saint-Denis. Donc du Front Populaire. Du nouveau Front Populaire, trouve intelligent de dire, à quelques jours de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, que les athlètes israéliens ne sont pas bienvenus à Paris. Et il ajoute, il faut utiliser tous les leviers pour faire en sorte de créer des manifestations et des moyens de protestation. En substance, c'est pas les termes exacts, mais c'est ce que ça voulait dire. Ouais, c'est-à-dire que c'était quand même très violent, et il a eu une prise de position qui ne se contentait pas de dire il faudrait, par exemple, comme les Russes, qu'il n'ait pas droit de citer. Il va plus loin. Certains disent il met même une cible dans le dos des Israéliens. Mais c'est pas certain. Je pense que ce matin, tout le monde doit dire qu'il met une cible dans le dos des athlètes israéliens. Comment en 2024, vous pouvez être député la France Insoumise, Nouveau Front Populaire, vous espérez gouverner, et finalement vous dites que des athlètes israéliens, parce que juifs tout simplement, ne sont pas les bienvenus pour une compétition, la plus grande compétition sportive au monde qui va se dérouler sur notre sol.
Je trouve ça très grave pour plein de raisons. D'abord parce que on n'entend pas ce monsieur depuis plusieurs mois nous dire pareil sur, et heureusement, sur les athlètes palestiniens. Vous aurez 8 athlètes palestiniens qui seront là dans les jours qui viennent pour concourir, mais qui sont les bienvenus, mais qui ont aussi élu un gouvernement du Hamas qui a déclenché cette guerre le 7 octobre. Vous n'entendez pas ce monsieur dire la même chose sur les athlètes yéménites qui, la semaine dernière, ont envoyé un drone qui a explosé. Les athlètes dont le pays a envoyé un drone explosé. Vous n'entendez pas la même chose sur les athlètes iraniens. Les athlètes iraniens qui maltraitent les femmes, les tuent, lapident les femmes ou pendent des hommes. Mais les athlètes eux-mêmes. Non, mais pas les athlètes. Le pays, vous avez raison. Alors vous me reprenez, vous avez raison. Les athlètes iraniens qui appartiennent à l'Iran et dont le pays lapide les femmes. Et vous pourtant, n'entendez pas. Palestiniens, yéménites ou iraniens auront droit de citer. Parce que c'est une trêve olympique. Voilà. Pourquoi les Israéliens je vous pose la question. Pourquoi Thomas Porte tient ses propos à longueur de journée? D'ailleurs, moi j'aimerais bien qu'on s'intéresse à monsieur Thomas Porte et à ce qu'il a fait 2 jours avant. Non, mais il faudrait qu'il y ait une enquête de savoir pourquoi il était à Gaza 2 jours avant le 7 octobre. Alors il y a quelqu'un qui va peut-être vous donner raison, et c'était ce matin sur l'antenne de Sud Radio, chez Benjamin Maglaise, dans la matinale. Écoutez, un des collègues de Thomas Porte, puisqu'il est député lui aussi, il a été candidat à la vice-présidence, le LR, droite républicaine maintenant, Philippe Juvin. Écoutez. On peut avoir un débat très intéressant, constructif, avec des positions totalement opposées sur des tas de sujets qui concernent la vie quotidienne des Français. Ça s'appelle la politique et la démocratie. On n'a pas besoin pour cela de désigner des ennemis, de les pointer du doigt comme ils le font avec les Israéliens. On voit très bien que la ligne entre la critique de l'État d'Israël, qui est d'ailleurs, je le rappelle, la seule démocratie de la région, et l'antisémitisme, la limite est ténue et ils en jouent. Philippe Juvin, donc ce matin chez Benjamin Maglaise, sur Sud Radio, le député de droite républicaine. Il vous donne raison, Alex Darmon. Je ne sais pas s'il me donne raison. En tout cas, moi, ce qui m'inquiète, ce qui m'angoisse, je vais vous dire honnêtement, ce qui m'angoisse, c'est qu'effectivement, on met une cible dans le dos des athlètes israéliens, mais on met aussi une cible indirectement dans le dos des touristes israéliens. Vous allez avoir des touristes israéliens qui vont venir assister aux Jeux Olympiques. Mais n'en déplaise à ces députés, je vous le dis très clairement, n'en déplaise à ces députés de la France insoumise. On aurait bien voulu d'ailleurs entendre les députés du Nouveau Front Populaire réagir. Personne ne réagit. Peut-être qu'ils vont réagir. Non, mais attendez, c'était samedi. Personne n'a réagi depuis samedi. Ni chez les écologistes, ni chez les communistes, ni chez les socialistes. Et ils ont fait alliance avec ces gens-là. On aurait bien voulu les entendre. En tout cas, n'en déplaise à ces députés, vous verrez vendredi, vous verrez une délégation israélienne qui défilera. Vous aurez Adam Marana, qui est un sportif israélien, arabe israélien, qui fait de la natation et qui sera là. Vous aurez Ave Chamberg, qui est une taekwondiste, qui sera aussi présente. Et vous verrez, ils remporteront des médailles, n'en déplaise. Parce que pourquoi? Les Jeux Olympiques, c'est une trêve olympique. Ça n'a rien à voir avec de la politique. Vous ne pouvez pas montrer du doigt des athlètes israéliens qui ne sont pour rien dans les choix de leur politique israélienne. D'ailleurs, ils seraient surpris de savoir ce que pensent ces athlètes israéliens de la politique de Netanyahou. Philippe Etchener, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est vertigineux comme discours, mais bon, comme sujet, pardon. Je suis globalement d'accord. Moi, j'ai un frère et une sœur qui ont 10 et 7 ans de plus que moi. Et donc, eux, leur combat, ou en tout cas leur pôle d'intérêt, était par exemple autour du Vietnam. Et j'ai souvenir qu'ils ne seraient jamais venus à cette génération de faire un boycott des meetings d'Angela Davis, par exemple, parce qu'elle aurait été américaine. Et pour ma génération, je me rappelle... Alors que les États-Unis avaient leurs troupes au Vietnam, bien évidemment. C'est ça. Et puis moi, pour ma génération, quand j'étais au lycée, je me rappelle d'un concert de Paco Ibáñez dans mon lycée, au moment où Franco garrottait... Paco Ibáñez, qui était un grand chanteur espagnol, bien sûr, de gauche, hostile à Franco. On n'allait pas boycotter la culture au nom de ce qui pouvait se passer dans un État. Donc, on mélangeait pas les artistes, tous les citoyens d'un pays avec leurs dirigeants, c'est ça? C'est une dégénérescence à nouveau du débat qui est vertigineuse, absolument vertigineuse. C'est pour ça que le débat n'est pas politique. Il s'agit d'essentialiser les athlètes à Israël, à la politique de Netanyahou, à ce qui se passe à Gaza. Et ça, c'est une erreur. Alors même que souvent, les athlètes, les artistes, parce que les artistes aussi sont boycottés, sont des contre-pouvoirs. Les professeurs israéliens qui ne peuvent plus se rendre dans d'autres universités européennes parce qu'ils sont boycottés, alors que eux-mêmes ont un discours très virulent vis-à-vis du pouvoir en place, ce sont des contre-pouvoirs qui sont annulés au nom du fait qu'ils ont simplement une nationalité. Donc c'est de l'essentialisation et c'est pour ça que ce n'est pas un combat qui est politique et qui touche à quelque chose de plus profond. Et là, c'est de l'antisémitisme. Écoutez, il y avait des auditeurs de Sud Radio ce matin, Noémie, Philippe, Alex, qui disaient à l'antenne, et on peut comprendre ce discours,
Écoutez, c'est tellement grave ce qui se passe à Gaza. Il y a tellement d'enfants, notamment, qui sont bombardés aujourd'hui sans discernement de la part de l'armée israélienne, que c'est ça qu'il faut arrêter. Et donc, on peut comprendre la posture de Thomas Porte. Voilà ce que disaient certains auditeurs ce matin. Ouais. Alors, et donc, les athlètes, le fait de boycotter des athlètes n'a strictement rien à voir. C'est encore une fois, il y a un problème. Une façon d'alerter, c'est ça que disent les gens. Oui, mais cette rhétorique ne fonctionne pour aucun autre pays du monde. Quand vous dites que par exemple, effectivement, sur les Iraniens, les Syriens, les Yéménites, cette logique ne s'applique pas. C'est là que vous voyez qu'il y a quelque chose qui n'est pas logique. Ce n'est pas logique, si vous voulez. Ouais. Cette haine va beaucoup plus loin qu'une simple empathie vis-à-vis des enfants palestiniens. Anne Durez, qu'est-ce que vous inspire le coup de gueule d'Alex Darmon à l'égard de Thomas Porte? Moi, je souscris complètement à ce coup de gueule. Premièrement, quand on est un responsable politique, on a une parole responsable. Ce d'autant que des milliards d'individus, alors je ne dis pas que des milliards d'individus ont écouté Thomas Porte, mais le monde nous regarde et nous écoute. Ça, c'est la première chose. Et ce propos porte en lui une haine et une violence absolument incroyable. Deuxièmement, en effet, la trêve olympique, ça ne signifie pas rien. Lorsque des femmes sont lapidées, sont torturées, sont violentées dans plusieurs pays du monde, est-ce que pour autant on va interdire aux athlètes d'être présents? C'est une manière aussi, ces Jeux olympiques et toutes ces épreuves, de mettre en lumière des personnes, des athlètes qui font mieux que leurs dirigeants, presque, on a envie de dire. Qui sont courageux, qui sont déterminés. Alors évidemment, on ne voit pas ce qui se passe en coulisses, mais je trouve que c'est absolument irresponsable de la part de Thomas Porte. Et ce qui est tout autant irresponsable, Alex et vous-même, Thierry l'avez souligné, c'est l'absence de réaction. Des autres composantes du nouveau Front populaire. Ça va bien embarrasser. Personne. On n'entend personne. Ils sont embarrassés, mais regardez, on va peut-être en parler. Regardez le résultat. Personne n'arrive à s'entendre. Bon, ce qui était un peu prévu. Personne n'arrive à s'entendre pour la nomination ou la proposition d'un Premier ministre ou d'une Première ministre. Philippe Lechener, vous qui disiez je suis un orphelin de la gauche, en tout cas je suis sans domicile fixe, tout en étant de sensibilité social-démocrate, qu'est-ce que vous inspire le fait que le PS, Olivier Faure, ne réagit pas à Thomas Porte? Les écologistes, finalement, c'est profil bas, ce week-end ils étaient sur autre chose, et les communistes non plus. Parce que je les connais vraiment bien, et alors intimement, amicalement pour beaucoup d'entre eux, et ils n'ont hélas pas le degré de connaissance et d'analyse de ce que demande cette période. Cette période demande vraiment de comprendre ces choses-là, et eux aujourd'hui restent au premier niveau, c'est-à-dire que ils pensent qu'il y a ils veulent les électeurs LFI qui leur permettent d'avoir le... Pas du tout, c'est là où c'est... Non, je ne suis pas... Moi, je les connais bien, c'est pas que c'est simpliste, c'est que ce n'est pas ça. Ils pensent réellement et sincèrement qu'il y a aujourd'hui quelque chose qu'il faut arrêter, et que l'intervention politique aujourd'hui... Ça peut servir. Ça peut servir, tout simplement parce que, et peut-être que ça fera partie du débat que nous aurons, on regarde le débat politique aujourd'hui avec les mêmes lunettes depuis 1981, alors que la création de la France Insoumise et l'intégration, la dislocation des partis à l'intérieur de la France Insoumise, parce que le parti de gauche n'y existe plus, et le mouvement social qui est désormais à l'intérieur de la France Insoumise change du tout au tout la façon d'agir et la culture de la gauche. Je ne crois pas que ce soit par méconnaissance du sujet qu'ils ne réagissent pas. Je vais vous dire, j'entendais ce matin François Calfon sur LCI qui disait qu'il n'était pas d'accord avec les propos de Porte. Il n'a pas dit je ne suis pas d'accord avec les propos de Porte. Il a simplement dit c'est une honte d'avoir dit cela. Donc on comprenait très très bien le désaccord profond. Simplement, il ne l'attaquera pas personnellement pour des raisons d'intérêt. Je suis désolée. Ces gens-là veulent sauver leur poste. Ils sont prêts à sacrifier leurs valeurs. Ils sont prêts à sacrifier leurs idées parce qu'ils veulent effectivement demain arriver au pouvoir, et qu'ils savent qu'ils vont devoir s'asseoir sur leurs grands principes s'ils veulent arriver au pouvoir, et c'est ce qu'ils sont en train de faire sur ce sujet précisément. Mettez-vous d'accord, dans un instant on va revenir sur la politique française et les enseignements du week-end avec les postes qui se sont répartis à l'Assemblée nationale, et là tout d'un coup l'information vient de tomber, Laurence Tubiana, qui était la candidate pressentie des socialistes, des écologistes, des communistes pour éventuellement Matignon, bien elle vient de renoncer. C'est sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Alors on va voir qu'on pourrait se poser la question, qui tolère qui au sein de son camp déjà, dans le camp adverse, en politique. Ça a été un petit peu l'enjeu de ce week-end à l'Assemblée nationale, un week-end de folie quand même. On voit finalement que la gauche obtient, alors que le camp central, le bloc central, la Macronie, conserve le perchoir et la présidente de l'Assemblée nationale, ça c'était vendredi, et pendant le week-end, la gauche finalement emporte une majorité au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Ça semble incroyable, voilà. Et puis derrière, les présidences, les vice-présidences, les rapporteurs au sein des commissions stratégiques de l'Assemblée nationale, le budget par exemple, là on ne sait plus, on s'y retrouve plus. Il y en a 6 pour la Macronie, 2 pour la droite, un certain nombre pour la gauche aussi, et notamment celle des finances. Et puis cette information qui est tombée là il y a quelques minutes, que nous vous donnions en direct sur Sud Radio, Laurence Tubiana, qui était donc la candidate au moins des socialistes, des écologistes et des communistes pour Matignon, et qui bloquait dans la discussion avec LFI pour être candidate à Matignon, pour devenir Premier ministre. Et bien Laurence Tubiana a renoncé ce matin à être la candidate du nouveau Front Populaire au poste de Premier ministre. Philippe Lenchener, vous êtes communicant, vous travaillez avec les politiques, vous êtes de sensibilité social-démocrate. Vous aviez un coup de gueule ce matin qui finalement nous ramène à la politique et à la façon dont nous sommes en train de la pratiquer en France. Alors c'était un coup de cœur. Ah oui, vous allez me dire pour qui? Non, c'était un coup de cœur pour tous les gens qui essayent aujourd'hui de penser, de pratiquer l'écoute mutuelle et de ne juger qu'à partir du moment où ils comprennent totalement ce que l'autre pense. Oui. Et à ce moment-là, ils existent ces gens-là? Il y en a encore qui existent là? Ah oui, il y en a. Moi, je peux vous en trouver dans tous les plans. Dans le conflit israélo-palestinien, je peux vous en trouver. Les guerrières de la paix, Golem, etc. Je peux vous en trouver plein. Je peux vous en trouver dans tous les camps. Partout, je peux vous en trouver. Française. Ouais. Mais en politique française, je peux vous en trouver aussi. Le danger aujourd'hui, c'est qu'il y a un désamour de la démocratie. C'est qu'aujourd'hui, on est sur un chemin de crête et on est au bord du précipice. Ça peut se terminer très très mal. Parce que les gens disent ça suffit, il faut un chef ou une autorité. Mais exactement. Tout ça peut se terminer très très mal. Donc aujourd'hui, le danger qui est face à nous, c'est de ne pas penser. Et aujourd'hui, il faut avoir le courage de penser. Pourquoi je dis le courage de penser? C'est que ça demande un grand effort, c'est que ça demande de l'empathie, c'est que ça demande de bosser un peu pour essayer de comprendre ce que l'autre pense, non pas pour être d'accord avec lui, mais pour pouvoir prendre et pouvoir émettre un avis en connaissance de cause. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une politique du bide qui est éruptive et où on essaye d'avoir raison. C'est une politique du bide, je comprends pas, du ventre? Du ventre. C'est éruptif et on se conforte avec un faux confort en criant plus fort que l'autre. Et ça nous mène au mur. Prenons un exemple. La présidente de l'Assemblée est réélue, Yaël Braun-Pivet. Ouais. Ceux qui, par exemple, au sein de la gauche, le nouveau Front Populaire et les filles disaient mais il faut compter sur les voix au sein de l'Assemblée pour pouvoir élire quelqu'un. Finalement, il y a un accord qui est passé entre la droite et Laurent Wauquiez et Gabriel Attal, et c'est Yaël Braun-Pivet qui est bénéficiaire de l'accord. Et puis très critiqué par la gauche. Et puis dans la foulée, les mêmes sont assez contents finalement d'avoir une majorité au bureau de l'Assemblée. Enfin, on comprend plus rien. Si, on comprend si on bosse. Donc alors, pourquoi? Moi, j'ai pas bossé, non, je dis pas que vous n'avez pas bossé. Non, surtout non, Thierry. Non, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Pourquoi la gauche est majoritaire? Parce que Gabriel Attal est un amateur qui ne sait pas qu'on vote la nuit, qui ne remplit pas, et qui jamais ça serait arrivé avec les vieux briscards. Et donc des gens qui devaient être majoritaires dans leur bureau, par amateurisme, sont minoritaires dans leur bureau. Attendez, il faut donner le détail aux auditeurs. C'est-à-dire que vous nous expliquez, vous êtes en colère parce que dans le groupe Ensemble, donc Renaissance, macroniste, ils sont partis se dormir. Exactement. Et ils ont été battus dans la nuit. Exactement. Et ça, c'est de l'amateurisme, vous dites. Et ça, c'est de l'amateurisme. Et c'est ça qu'il faut dire aux gens, vous voyez. Pour Alex Darmon. Non, mais je connaissais pas Philippe avant ce matin, enchanté du coup. Les débatteurs sont contents. Vous êtes mis d'accord, là vous êtes d'accord? Non, je suis d'accord d'un certain côté, mais pas d'accord de l'autre. Je veux dire aujourd'hui, les politiques c'est quand même leur métier, Philippe. Et si ils écoutent pas, s'ils s'écoutent pas, s'ils s'entendent pas, ça veut dire qu'effectivement on est au bord du précipice et qu'on va tous tomber dedans à un moment donné.
Ouais, mais le problème dans tout ça, c'est que moi, je pense quand même que la grosse erreur de ces élections législatives, pardonnez-moi de le dire, c'est de la part du Parti socialiste. On peut faire tous les reproches du monde qu'on veut à la droite, au LR, mais eux, ils ont pris le temps et ils ont surtout dit non à une alliance dans leur majorité, pas chez les ciotistes, mais dans leur majorité avec le RN, qui était quand même leur premier ennemi depuis des années. Ce que n'a pas fait le Parti socialiste. Est-ce que le Parti socialiste va payer? Et je vais vous donner un exemple. Le meilleur des exemples de tout ça, moi, je pense que c'est le LR qui va s'en sortir par la grande porte. Pourquoi? Regardez ce qui s'est passé en Angleterre il y a quelques semaines. Les travaillistes, pendant des années, ont été gangrénés de l'intérieur par des antisémites, par Corbyn, qui est le meilleur ami de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. Ils l'ont mis dehors. Et ils ont gagné les élections bien des années après. Et alors, quel rapport avec le LR? Mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils ont accepté de faire leur inventaire et qu'ils ont accepté de perdre pendant des années pour se reconstruire. Les LR, c'est ce qu'ils ont accepté de faire aujourd'hui. Avec Laurent Wauquiez. Avec Laurent Wauquiez et même les autres. Faut pas mettre de côté les autres. On soutient pas le RN. On soutient pas le RN. On va pas faire d'alliance avec les macronistes. Je vous dis ça se trouve cet après-midi. Ils vont faire une alliance avec les macronistes en annonçant leur pacte législatif. Mais ils sortiront vainqueurs dans ces cas-là, s'ils font cela. Et ils sont en train de reconstruire leur parti. Leur parti n'est pas mort. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les socialistes ont tué leur parti. En adhérant, en réagissant sur rien, à toutes les énormités, les dégueulasseries. Mais ils ont rien tué. Ils étaient déjà morts. Les deux partis qui ont constitué le champ politique des 40 dernières années sont morts. Le Parti socialiste et les Républicains. Il y a une recomposition politique qui se préparait déjà depuis plusieurs années et qui est en train de se mettre en place avec malgré tout une radicalité beaucoup plus importante à gauche comme à droite. Pour revenir sur le sujet que vous aviez mis en place. Ce que dit Alex, c'est que la radicalité gagnera pas et qu'au fond, les modérés, par exemple à droite, vont gagner. Parce qu'il pourrait y avoir ensuite une autre recomposition politique. Pour l'instant, on n'y est pas. Et lorsqu'on voit les votes des jeunes, si vous avez regardé les résultats aux élections à la fois européennes et législatives, les jeunes sont plutôt partisans d'idées radicales. Ils sont plutôt dans ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Alors on verra dans les 10 années qui viennent si ça change, mais moi, je ne suis pas certaine qu'il y ait une autre recomposition. À mon avis, ce qu'on est en train de vivre là, ça va se prolonger dans les années qui viennent. Juste un mot sur sur le sujet que vous avez mis sur la table, celui des postes qui ont été à la direction de l'Assemblée nationale, qui ont été distribués ce week-end, et dans lesquels il n'y a aucun qui revient au Rassemblement national. On pourrait dire oui, bien sûr, c'est démocratique. Il y a eu plusieurs élections, l'élection du président la pratique depuis le début de de l'Assemblée nationale. Il y a un très grave problème de légitimité. Si je puis me permettre, regardez la composition de l'Assemblée nationale et regardez la composition du bureau politique de l'Assemblée nationale. Vous allez voir que c'est très grave ce qui se passe parce qu'il y a eu encore cette histoire de barrage. Il y a 10 millions de Français qui ont voté pour un parti qui aujourd'hui auquel on est en train de barrer la route. Alors que c'était pas la tradition de la 5e où systématiquement on donnait de façon proportionnelle des postes au sein du bureau de l'Assemblée pour que même si on n'est pas d'accord, on puisse, comme disait Philippe tout à l'heure, Philippe Letchener, c'est ce qu'on appelle la démocratie. La démocratie, c'est la voix du peuple qui doit être entendue au sein de la représentation nationale et de l'Assemblée nationale. Même si on n'est pas d'accord avec celui d'à côté, pourtant on lui donne un poste parce qu'il représente un poids et on lui donne un poste au prorata de ce poids. Et là, cette fois-ci, le RN est complètement ostracisé. Il peut donc se victimiser, Anne Durez. Alors, le RN se victimise, pardonnez-moi, et je pense que ce qui est assez nouveau, c'est la victimisation avec un fondement juridique. Je m'explique. Le règlement de l'Assemblée nationale, Noémie l'a esquissé. Le règlement de l'Assemblée nationale, sans entrer dans trop de détails, c'est court. Son article 10, que dit-il ? L'élection du bureau de l'Assemblée nationale a lieu en s'efforçant de reproduire au sein de ce bureau la configuration politique de l'Assemblée nationale. Donc vous parlez de tradition républicaine. Donc c'est plus que ça, c'est dans les règles presque écrites. Exactement. Et si les groupes politiques ne s'entendent pas ou ne parviennent pas à s'entendre, c'est ce qui s'est produit, il y a ensuite une élection. Et là, le Rassemblement national, en votant pour des candidats de la France insoumise, a beau jeu aujourd'hui de se retrancher derrière une forme de légalité en disant ben voilà, c'est un déni de démocratie. Bah oui, mais et en se victimisant, comme je l'appelle, sur un fondement juridique. Ils jouent avec les armes de leurs adversaires et finalement là ils ont fait du judo, ils ont gagné. Philippe Letchener. Bon, à nouveau, soyons pas naïfs, il n'y a pas eu de candidat du RN présenté au bureau, etc. etc. Mais c'est un autre sujet. Mais c'est un autre sujet. Quel est le sujet ? Quel est le sujet ? C'est cette 5e République délétère qui fait qu'aujourd'hui, vous avez le RN et Jean-Luc Mélenchon qui savent qu'ils n'y arriveront pas par la voie législative et qui décident d'y arriver par la voie présidentielle parce qu'ils pensent que seul un second tour entre eux leur permettra d'arriver. Regardez, là on a un truc très pur. Les européennes,
les législatives. Ouais. Les législatives, avec ce scrutin à 2 tours mortifère, vous avez vu les alliances qui sont obligées de se créer, les syndromes de Stockholm ensuite, en étant prisonnier de ses alliés, et l'absence de capacité d'évolution ensuite. Regardez les européennes, au sortir des européennes où il n'y a pas de sujet d'alliance, où chacun y va sous son propre drapeau. Alors, c'est quoi alors ça veut dire qu'il faut arrêter la 5e République, passer à la 6e. Ah, carrément. Vous êtes comme Mélenchon, alors vous êtes d'accord avec Mélenchon? Non, je ne suis pas comme Mélenchon. Moi, essayons juste d'oublier qui défend ça et de se dire que si, comme dans tous les pays d'Europe, nous avions un scrutin à 1 tour à la proportionnelle aux législatives, dans quel type de débat public nous serions aujourd'hui et dans quelle capacité à créer des alliances nous serions aujourd'hui. Alors, bon, ça c'est un débat, mais il y a un fait, Philippe Letchener, il y a un fait qui vous donne raison ce week-end. Là, c'était hier, La Repubblica, grand quotidien italien de centre gauche. Eh ben, La Repubblica donne une interview, publie une interview de Jean-Luc Mélenchon. Et que dit Jean-Luc Mélenchon? Il dit: je vais être candidat en 2027 à la présidentielle. Je vais être candidat, ce sera Marine Le Pen contre moi, et donc je serai élu. Voilà, donc en Italie, Mélenchon annonce déjà sa candidature à l'élection présidentielle de 2027 en France. Allez, vous êtes avec nous, mettons-nous d'accord, mettez-vous d'accord, peut-être avec les auditeurs, pourquoi pas, 0826 300 300. Si vous appelez, on vous passe la parole pour répondre ou critiquer ou interpeller nos 4 débatteurs ce matin. Restez avec nous, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Nos débatteurs pour Mettez-vous d'accord jusqu'à midi avec Noémie Alioua, Anne Durez, Alex Darmon et Philippe Letchener, président et fondateur de l'agence de communication Réputation Age. Alors, je voudrais tout simplement que vous réagissiez à cette information tombée il y a quelques minutes, le renoncement de Laurence Tubiana qui jette l'éponge et qui dit non, je veux plus être candidate du nouveau Front Populaire pour éventuellement être désignée par le président de la République à Matignon. Philippe Letchener, qu'est-ce que ça vous inspire? Il y avait de l'habileté à présenter Laurence Tubiana, non? Il y avait une grosse habileté, mais la France insoumise, depuis 20h02 le soir de l'élection... Du 7 juillet. Voilà, le 7 juillet, est dans une stratégie d'échec pour tout faire échouer, puisqu'en disant... Elle ne veut pas du pouvoir. En disant Mélenchon ne veut pas du pouvoir. En disant tout le programme, rien le programme, quand vous n'avez pas le nombre de députés pour faire que vous puissiez faire respecter ça, que vous voulez aller où derrière? Donc il refuse dans une guerre de tranchées tout candidat ou toute candidate qui serait pour essayer d'élargir une majorité, donc elle en tire les conséquences, quoi. Oui. Mais donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'au fond, le nouveau Front Populaire s'entendra jamais sur un nom à proposer à Emmanuel Macron, Anne Durez. J'allais dire, hélas, c'était couru d'avance. On assiste depuis des semaines, à commencer par, et ça a débuté le soir des résultats du second tour des élections législatives, des propos extrêmement fermes, assertifs de la part de LFI. Comme vous l'avez rappelé, Thierry, le programme, tout le programme, rien que le programme. Comment voulez-vous, alors que personne, aucun bloc n'a une majorité absolue, comment voulez-vous faire autrement que soit de trouver des alliances pour un pacte législatif, soit de trouver des alliances pour avoir une majorité absolue? Comme personne n'y parvient, oui, c'est bloqué. Non, mais donc Philippe Letchener a raison, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais c'était une mise en scène, l'idée de la victoire le 7 juillet au soir, et les filles panneaux, etc. Ils continuent à dire on a gagné, mais puisqu'ils veulent pas du pouvoir, Alex Darmon. Bah oui, c'était une mise en scène. Enfin, c'était un mensonge. Mais qui est étonné de ce qui se passe aujourd'hui? Enfin, je l'ai répété à tue-tête depuis les élections européennes ici et ailleurs. Il y a 2 ans, c'était la même chose, la NUPES. On nous avait promis, c'était super, la gauche allait revenir au pouvoir, mais on l'a dit hors antenne, on va le répéter. Le premier qui a théorisé ça, c'était Manuel Valls. Les 2 gauches irréconciliables. Ce n'est plus la même gauche que les années 80 aujourd'hui. Bon, très bien, mais il y a les électeurs ils y croient, eux. Ils étaient derrière cette victoire du 7 juillet. Excusez-moi, la majeure partie des électeurs, ils ont voté pour un front républicain. Bon, c'est le premier tour, d'accord, mais le deuxième tour. Au deuxième tour, ils ont voté pour un front républicain. Ils n'ont pas voté pour LFI, pour le Parti Socialiste, pour Europe Écologie Les Verts. Ils ont voté pour un front républicain. Mais moi, j'ai une question. Ils sont où, Raphaël Glucksmann?
Il est où depuis quelques jours? François Hollande, le président de la République, qui devait revenir et être le sauveur, il est où? Ils sont élus, hein. Enfin, ils non, ont mais été d'accord, élus il est où? l'un à Bernard Bruxelles. Cazeneuve, il est où? Marine Tondelier depuis vendredi. Non, Cazeneuve, il s'est excusez-moi, exprimé. on l'entend aller, on le lit, hein. Moi, je l'ai pas entendu. Moi, je l'ai entendu. Il y a combien de temps? Je l'ai entendu il y a quelques jours sur une chaîne de télévision. Là, vous savez, il y a quelques jours, c'est pas la même chose que ce matin. Ce matin, normalement, ce soir, vous devez avoir un candidat Nouveau Front Populaire qui doit être appelé par Emmanuel Macron. D'ailleurs, vous avez Emmanuel Bompard qui dit qu'il attend le coup de fil du président de la République. Il va l'appeler pour lui demander comment il va, mais pour lui demander quoi d'autre? En vérité. Il n'y a pas de nom. Je suis désolé. En fait, on nous ment depuis le 9 juin, les élections européennes, depuis le 30 juin et depuis le 7 juillet. Les électeurs de gauche, juste, ils ont voté pour quelque chose qu'ils ne voulaient pas du Rassemblement national, mais répéter depuis des jours qu'ils ont gagné les élections, qu'ils sont légitimes pour venir diriger et aspirer à gouverner le pays, c'est un mensonge, c'est tout. Mais la gauche, Philippe Etchener, elle aura une responsabilité historique à ne pas s'entendre de cette façon sur un candidat pour Matignon. Alors, au risque de me répéter, il n'y a plus de parti de gauche. Il y a aujourd'hui des appareils. Ce qu'il faut comprendre, c'est que... Il n'y a plus d'idées, vous voulez dire, il n'y a plus des gens qui veulent... Vraiment, en quelques secondes. Le parti de gauche, c'est une scission du Parti socialiste. Ensuite, le front de gauche. Très bien, mais... Si, mais c'est fondamental. Je vous assure, c'est l'idée de mon coup de cœur de comprendre. Mais donc, je vous jure, on va perdre 30 secondes pour gagner beaucoup derrière. Le parti de gauche. Ensuite, le front de gauche, c'est le parti de gauche, plus le PC, plus très bien, mais... la gauche. Mais oui, mais justement, la France insoumise, ensuite, c'est la fin des partis et c'est la dissolution des partis dans le mouvement social. Comprenez que quand on a Daniel Obono n'est pas membre d'un parti. Daniel Obono est membre de Socialisme par en bas, qui est en France la branche de Jérémy Corbyn. Émeric Caron n'est pas membre d'un parti. Émeric Caron est membre d'une association animaliste. Rachel Keke n'est pas membre d'un parti, elle est membre de la CGT. Tous autour de lui. Oui, donc comprenez bien que c'est une force d'association et de mouvements revendicatifs. Donc, vous pouvez pas dire ça. Quand ils se mettent d'accord, non mais attendez, la conclusion que vous en tirez, ça veut dire quoi? Il faut qu'on comprenne quoi? C'est quoi la morale de votre situation? La morale de ma situation, c'est qu'il n'y a pas un comité directeur qui se réunit, qui vote et qui décide. Il y a de l'agite-prop dans des assemblées, des assemblées générales et du Soviet. Mélenchon les a agrégés pour de l'agite-prop. Et vous avez un leader Maximo. Si on comprend pas ça, on ne peut pas lire la gauche. Anne Durez, Noémie Algnoa, vous êtes d'accord avec cette analyse de la gauche d'aujourd'hui? Moi, je comprends cette analyse. Agite-prop. Oui, mais c'est une analyse intellectuelle, parce que dans les urnes, il y a eu un bloc qui s'est constitué et qui s'appelle le Nouveau Front Populaire. Et très concrètement, non mais si vous voulez, les Français, très concrètement, ils avaient un bulletin dans l'urne qui était une agrégation de tous ces partis de gauche qui pourraient, certains n'en être pas, mais malgré tout, très concrètement, le Nouveau Front Populaire est une incarnation politique qui regroupe tous ces partis. Et ce qui me semble important, c'est l'idée que ces partis n'ont pas grand-chose à voir entre eux. Mais ce que nous dit Philippe Etchener, c'est que la gauche aujourd'hui est diluée avec un bloc majoritaire en son sein qui est LFI très puissant en tout cas, parce qu'il a été cherché dans la société civile de quoi faire la et qui bloque absolument tout. Avec vous avez Boris Faure qui vous avez Olivier Faure qui condamne la France Insoumise. Vous avez la France Insoumise qui condamne le PS. Ils se rejettent tous les deux la faute pour dire que c'est l'autre qui bloque les négociations. On sait que la France Insoumise, les seuls noms au début qu'ils ont mis sur la table, c'était Jean-Luc Mélenchon, c'était Emmanuel Bompard, c'était toute la, si vous voulez, toutes les petits chefs de la France Insoumise. Alors, on va. Non, regardez bien ce qui se passe. Pas désespéré. Vous pensez non, moi je vous propose quelques signaux faibles. Est-ce que vous avez vu une seule section du PS qui s'est réunie et qui a dit c'est un scandale ce qui se passe? Est-ce que vous avez fait une seule tenu par Olivier Faure? C'est pas que l'appareil est tenu, c'est que vous avez des gens qui savent depuis le début et qui n'espéraient et n'attendaient rien. La seule chose qu'ils voulaient, c'était bloquer le RN. Le RN. Quel mépris pour les électeurs. Mais pourquoi vous dites ça? Mais pourquoi dites-vous ça? Parce que l'appareil ne croit pas à l'espoir. C'est pas pourquoi vous dites ça. Oubliez le terme d'appareil. Si vous n'oubliez pas. C'est vous qui l'avez dit. Si vraiment ces gens qui sont à la tête de ces partis pensaient et attendaient qu'il se passe ce qui s'est passé. Vous ne m'écoutez pas. Si, je vous écoute depuis tout à l'heure avec attention. Je ne vous ai pas parlé d'appareil. Je vous ai dit, y a-t-il
a-t-il une seule section du PS? Écoutez-moi. Y a-t-il une seule section du PS? C'est pas l'appareil socialiste. Et j'ai dit une section, par exemple, ici, de ce quartier, il y a une section du PS où il y a 40 personnes qui se réunissent. Est-ce que ces 40 ont voté une motion pour dire ça suffit? Est-ce qu'au sein de LFI, des gens ont dit ça suffit? Je vais même plus loin. Est-ce que chez les Verts, des gens ont dit ça suffit? Oui, très bien, mais c'est les appareils, ça. Non, c'est la base. Dans la base, personne ne se lève. Ça veut dire que personne n'attendait rien et tout le monde ce que nous vous disons tous, il y a un désenchantement dans cette histoire. Non, mais c'est un mépris pour ce front républicain que tout le monde a convoqué au soir du 30 juin en disant il faut faire opposition au Rassemblement national. Je suis désolé, c'est un mépris pour les électeurs, c'est un mensonge. Et quand vous dites qu'il y a un désenchantement par rapport à la politique, ça commence par là. La gauche a menti à sa base électorale. Moi, je voudrais juste rappeler ce qu'on n'a peut-être pas encore cité, c'est qu'il y a un sondage Odoxa qui a été fait ce week-end. Que révèle-t-il? Plus de 80% des Français ont une mauvaise image des partis politiques et de leurs représentants qu'ils considèrent comme malhonnêtes, n'ayant pas le sens de l'intérêt général. N'ayant pas le sens de l'intérêt général. Et en fait, notre discussion, elle révèle cela aujourd'hui. C'est-à-dire que qu'attendent les électeurs? Les électeurs... Non, mais je suis pas d'accord avec vous. Ils n'attendent pas rien. Il y a eu un front républicain. C'est la différence entre les électeurs et ce que j'appelle les appareils. Ils n'attendent rien de ces gens-là. Oui, mais c'est ça que vous devez comprendre. Mais c'est ceux que les vous électeurs du Rassemblement national, ils ont voté par adhésion, Philippe. Oui. Vous pouvez pas dire aujourd'hui. Mais le contraire. Vous me parlez du nouveau Front populaire. Je vous réponds sur le nouveau Front populaire. Si je peux juste terminer ma phrase. Les électeurs attendent qu'on les appelle les partis, les mouvements, les représentants, les groupements, parce que tout ça est assez confus aujourd'hui. Les électeurs attendent majoritairement qu'il y ait une entente. Alors on l'appellera coalition, on l'appellera projet politique, projet ad hoc, candidat commun. Mais on ne peut pas... on a tous voté, je pense. Enfin, tous. Voilà. Il y a eu un taux de participation colossal. Que veulent les électeurs? Ils veulent être gouvernés. Ils veulent que la France fonctionne. Alors, et là, on est bloqué. Il nous reste un peu plus de 2 minutes pour traiter de la partie plus à droite et au centre de la situation et de la scène politique, avec la Macronie qui espère profiter de la trêve olympique pour essayer d'arriver à mettre au point peut-être une coalition avec Laurent Wauquiez et la droite républicaine, et Emmanuel Macron qui pousse d'ailleurs à cet accord avec les ex-LR, droite républicaine. Est-ce que ça va aboutir? Alors vous nous parliez à l'instant de la désespérance ou du désenchantement, pardon, pour reprendre votre terme, des appareils, des bases, des sections socialistes à droite. Est-ce que là aussi les appareils sont désenchantés ou est-ce qu'au contraire ils essayent de voir quelque chose de positif dans une future coalition avec le bloc central? Non, mais ce qui va se passer est écrit. Vous aurez un accord entre la République en marche, enfin on l'appelle comme on veut aujourd'hui, Ensemble pour la République. Ensemble pour la République, exactement, vous avez raison. Et la droite républicaine, ça s'appelle comme ça. Et à ce moment-là, tout dépendra, ils seront otages du fait que le Rassemblement national décide qu'il veut 2 années tranquilles et qu'on va au bout et voilà, ou qu'il vote ou pas une motion de censure. Donc voilà. Alors ensuite, je pense qu'aucun de nous peut savoir si le RN votera ou ne votera pas. Par contre, je pense qu'on peut s'engager sans beaucoup de risques sur le 8-9 août, pardon, le 8-9 septembre, après les JO, les vacances et autres, il va se passer ça. Et donc le RN décidera de la vie de cette coalition. J'ai pas très bien compris, Alex Darmon, vous voyez la même chose? Je suis d'accord. Philippe, je suis d'accord avec vous. Effectivement, l'alliance, la coalition, c'est pas une coalition puisque l'alliance en tout cas qui va se dérouler dans quelques semaines. Qui déjà a donné la réélection de. Oui, voilà, le pacte législatif qui va être proposé par Laurent Wauquiez, je pense pas qu'il se soit mis à une table tout seul ce week-end pour l'écrire et l'annoncer cet après-midi. Je pense qu'il a parlé effectivement avec l'état-major macroniste pour proposer des choses et on va arriver à cela. Mais c'est pas une victoire là non plus. Enfin, faut être transparent. C'est la fameuse entente dont vous voulez. Juste qu'ils sont écoutés, ils ont parlé, ils ont été plus malins. Écoutez, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Il y a 2 extrêmes qui se rejettent quoi qu'il arrive. Donc la seule coalition possible, c'est effectivement celle du centre mou, avec la République en marche, avec les macronistes, avec peut-être une partie des élus socialistes, la droite républicaine, le centre qui va se mélanger, qui va proposer quelque chose. Mais il y aura un vrai problème de légitimité. Il y aura un vrai problème de légitimité parce que ce sont des petits partis qui n'ont pas réuni véritablement qui n'ont pas réussi vraiment à être extrêmement populaires dans les urnes. Et donc, encore une fois, ce sera une coalition vraiment par défaut et qui ne sera pas légitime d'un point de vue démocratique. Anne Durez. Bon, j'ai retenu un adjectif. Le centre mou. Bon, est-ce que c'est mou? Je n'en suis pas certaine, mais je pense que s'il y a un accord aujourd'hui, mettez-vous d'accord. Ouais, c'est le sujet, c'est le titre de l'émission. Certainement, c'est sur le fait que
la solution qui s'esquisse et qui sera probablement viable quelques mois, peut-être un an, à peine un an, ce sera de s'entendre sur un pacte législatif. Et d'ailleurs, certains ténors, moi j'ai entendu Bernard Cazeneuve il y a quelques jours, dire que selon lui, il n'est pas ancien Premier ministre socialiste, dire que selon lui, et il y a les mêmes ténors à droite qui disent la même chose, au centre droit, qu'il faut une entente sur un certain nombre de sujets qui sont prioritaires à la fois pour le pays et pour les électeurs, le pouvoir d'achat, la sécurité, l'ordre, ce qu'on appelle l'ordre, l'expression et la vie de l'état de droit, le rapport à ce qui se passe et la guerre, hélas, encore aux portes de l'Europe. Donc il y a un certain nombre de sujets, et je dois en oublier, qui sont absolument prégnants pour les Français. Il faut les traiter. Donc, sans coalition ou sans accord entre plusieurs mouvements, on ne pourra pas y arriver ni avancer. Philippe Etchener. Noémie, j'ai besoin d'une explication. Cette alliance serait, entre guillemets, je ne sais plus quels sont les mots que vous avez employés, mais en tout cas, les mots n'étaient pas très positifs, on va dire. Centre-mou, oui, j'ai dit ça, on peut dire l'extrême centre. Non, je ne parle pas du centre-mou, vous avez parlé de la légitimité. C'est quoi la question que vous posez, Philippe? La question, c'est qu'à partir du moment où le fait majoritaire a explosé, il n'est plus possible d'avoir un accord, quel qu'il soit, qui ait plus de légitimité ou moins de légitimité. C'est-à-dire que, à nouveau, comme dans tous les pays d'Europe, on va vivre avec des coalitions minoritaires et qui vivent avec la douce neutralité de certains et l'opposition d'autres. Mais une alliance avec le NFP d'un côté ou avec les RN de l'autre ne serait pas plus, pas moins légitime ou n'aurait pas plus, pas moins de voix. À partir du moment où c'est éclaté... Elle serait plus légitime dans la mesure où il y aurait malgré tout, parmi cette coalition, un parti qui a recueilli plus d'adhésion de la part de nos concitoyens. Donc seule une alliance avec le RN serait légitime? Non, le RN ou le NFP, mais en tout cas ces deux gros partis, ou ce parti et cette coalition de partis, qui ont malgré tout créé quelque chose dans l'opinion populaire. Merci beaucoup à Philippe Etchener et à Noémie Alioua d'avoir relancé un débat qui va nous faire au moins 6 mois, alors que je n'ai plus du tout de temps et qu'il faut envoyer la pub, parce que vous savez que ça fonctionne comme ça. Oui, grâce à nos publicités, on arrive à vivre à peu près et à avoir l'antenne de Sud Radio. Et on le fait avec le sourire. Restez avec nous si vous voulez bien. On continue pour Mettez-vous d'accord, les grands débats de l'été avec nos débatteurs dans un instant. Merci. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Et pour ces débats de l'été et notre Mettez-vous d'accord jusqu'à midi, encore nos 4 débatteurs ce matin. Noémie Alioua, journaliste et essayiste. Anne Durez, avocate, juriste et présidente de l'association Femmes de Loi. Alex Darmon, journaliste politique, c'est sa chaîne YouTube Les Indécis et auteur de documentaires et producteur. Et Philippe Etchener, communicant, fondateur de l'agence de communication Réputation Age. Alors là, je voulais vous poser une question et savoir si vous étiez d'accord ou en capacité de répondre à cette question. Qu'est-ce qui se passe en Israël? Parce qu'on dit qu'Israël ne serait qu'un bloc qui tape sur Gaza, mais il y a un débat politique incroyable en Israël et il y a des signaux faibles, comme vous disiez tout à l'heure, ou très forts au contraire. Je vous cite cette déclaration qui, il y a quelques heures, de l'ancien contre-amiral, donc ancien haut militaire de haut rang de la marine puis des services secrets israéliens, ancien directeur du Shin Bet, c'est un peu la DGSI, le contre-espionnage, la protection et le renseignement intérieur israélien, donc le service de renseignement et de défense. Il s'appelle Ami Ayalon, et le contre-amiral Ami Ayalon, il appelle tout simplement, alors il est à la retraite, d'accord, mais il était encore le patron du Shin Bet il y a quelques mois. Il appelle à la désobéissance civile contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Il dit que ce Premier ministre et ce gouvernement d'extrême droite actuellement au pouvoir en Israël mènent le pays tout simplement à sa destruction, à sa perte, et il explique que même il ne faut pas de violence contre le Premier ministre, mais qu'il faut de la désobéissance civile, et il ajoute que les Israéliens doivent accepter 2 États, un État de Palestine et un État israélien, et les Palestiniens se battent pour leur liberté. C'est un peuple que nous devons reconnaître et que nous ne reconnaissons pas aujourd'hui. C'est quand même des propos, Alex Darmon, Noémie Alioua... c'est pas très... moi, je trouve pas
ça très surprenant. Vous savez, j'ai été pendant 3 ans reporter en Israël. J'ai couvert d'ailleurs la guerre du 7 octobre sur le terrain. Je connais très bien cette société. Et en fait, c'est une société qui est bien plus clivée, clivée que la société française. Vous avez des opinions extrêmement divergentes. Vous avez une société d'ailleurs qui s'affronte. Vous avez la société libérale à Tel Aviv, la société religieuse à Jérusalem. Il y a vraiment, c'est une société qui est extrêmement éclatée, la société israélienne. Et ce discours que vous êtes en train de tenir et de rapporter, c'est un discours qui existe au sein de la société israélienne. Et il y a des élections pour ça. Et ce qu'on oublie aussi de dire, c'est que Benjamin Netanyahou, il faut des élections rapidement parce que 2026, il faut des élections. C'était prévu d'ailleurs juste après le 7 octobre. Il y a eu je me souviens de sondages massifs qui expliquaient que les Israéliens voulaient massivement des élections parce qu'ils considèrent que Benjamin Netanyahou, en tant que Premier ministre, a une responsabilité dans ce qui s'est passé. Il a failli, il doit démissionner. C'était ce qu'avait fait Golda Meir juste après la guerre de Kippour, parce que lui, il considère qu'il faut attendre la guerre. Oui, mais quand s'arrêtera la guerre, c'est là toute la question. Mais ces débats existent dans la société israélienne. Malgré tout, je rappelle que Benjamin Netanyahou, avec ce système de coalition, ça fait plus de 20 ans qu'il est au pouvoir. Alors il y a eu une parenthèse où c'était le centre-gauche, mais malgré tout, à chaque fois, avec ces systèmes de coalition qui font qu'il s'allie avec la droite nationaliste, avec les partis religieux et orthodoxes, etc., mais ce que vous nous dites, qui est toujours porté au pouvoir finalement. Noémie Alioua, c'est que ça donne raison à ceux qui pensent que Benjamin Netanyahou poursuit la guerre, maintient la guerre pour rester au pouvoir. Et c'est un peu ce que dit Amy Ayalon. C'est ce que certains considèrent. Lui, par contre, il explique que depuis le départ, il y avait 2 objectifs à cette guerre à Gaza. La fin, la destruction des infrastructures militaires du Hamas et, si vous voulez, le retour des otages. Et il considère que ces 2 objectifs n'ont pas été atteints et donc il doit poursuivre jusqu'à la fin. Mais certains considèrent que ces objectifs sont inatteignables. Donc, si vous voulez, voilà. Ou pire, qu'il ne les atteint pas volontairement parce que pour l'instant, ça lui permet de rester au pouvoir. Alex Darmon. Non, mais c'est une démocratie, c'est tout. C'est la seule. Pour l'instant, il y a un putsch, parce que maintenant il n'y a pas de putsch. Il a repoussé les élections. Ah oui, non, mais d'accord. Non, il n'a pas repoussé les élections. Il a été élu en 2022. Il aurait dû être 2026. Et voilà, c'est 4 ans. Il n'a pas repoussé les élections. Seulement, vous pouvez convoquer des élections à n'importe quel moment en Israël, parce que coalition ne marche pas. Donc, vous convoquez les électeurs. Voilà. Mais donc, ça ne veut pas dire que c'est un putsch. Il est dans son droit de rester au pouvoir jusqu'en 2026. Par contre, c'est une démocratie, la seule démocratie du Moyen-Orient. Depuis des années et des mois, vous avez des manifestations qui descendent, des gens qui descendent dans le pays. D'ailleurs, Amy Ayalon, ce qu'il dit... Tous les soirs, il y a des... sur le boulevard Ayalon de Tel Aviv, d'ailleurs. Voilà, c'est le nom Ayalon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Amy Ayalon, il dit désobéissance civile, oui, mais il ne faut pas qu'il y ait de violence. Oui, c'est ça. Faut pas qu'il y ait de violence. C'est quand même une grande différence avec d'autres pays qu'on connaît très bien. Bref. En tout cas, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'effectivement, moi, je suis pas surpris par ces propos d'appel à la désobéissance civile pour faire entendre que une partie de la population, pas une majorité, parce que c'est pas vrai, ça serait mentir, mais une grosse partie de la population israélienne n'est pas d'accord avec la politique de Benjamin Netanyahou. Juste pour vous raconter une anecdote, moi, au lendemain du 7 octobre, je tournais un documentaire en Israël avec des images qui sortiront bientôt pour un documentaire qu'on produit. Et je me m'étais retrouvé en plein milieu de Tel Aviv avec des affiches immenses, 4x3, avec la tête de Benjamin Netanyahou, où il y avait écrit en hébreu c'est toi qui étais à la tête, c'est toi qui dois partir. Oui. Voilà. Pour vous dire, tu as failli, Premier ministre, t'as pas assuré notre sécurité. C'est toi qui as la tête à la roche, c'est toi qui dois partir. Et vraiment, pour vous dire la chose, c'est que en Israël, la démocratie vit complètement. Ne croyez pas que Benjamin Netanyahou peut faire ce qu'il veut sans qu'il y ait de conséquences. Vous avez tous les soirs des manifestations des familles d'otages qui viennent demander à ce qu'il y ait un compte rendu et qu'il y ait des opérations qui s'y déroulent. Et d'ailleurs, Benjamin Netanyahou a annoncé il y a quelques minutes, quelques heures, qu'il va y avoir des négociations à nouveau. Les familles des otages sont de ceux qui disent Benjamin Netanyahou ne veut pas les récupérer parce que ça l'obligerait au fond à quitter le pouvoir en ayant atteint les objectifs. Et donc certains l'accusent en Israël aujourd'hui de retarder la victoire au fond, ou une certaine forme de victoire, pour rester au pouvoir. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Enfin, ce qui se passe dans les territoires. Non, je sais, mais ce qui se passe dans les territoires palestiniens, y compris au sein des otages, il y a différents points de vue. Il y a ceux qui considèrent exactement qu'il ne fait pas suffisamment pour les otages, et d'autres qui disent il faut que vous poursuivez la guerre. Moi, j'ai interviewé aussi une maman d'otage qui nous disait quoi qu'il arrive, il faut aller au bout de cette opération militaire parce que sinon, ce sont nos enfants, nos petits-enfants qui vont continuer à subir et qui pourront subir à nouveau cet octobre. Vous avez les 2 points de vue qui existent. Il y a aussi une autre dimension. C'est la Cisjordanie où actuellement le pouvoir israélien en profite pour nettoyer, virer les Palestiniens. Quand je dis nettoyer, c'est ironique évidemment, mais ils virent les Palestiniens, ils occupent de plus en plus de terrain, le Gaza rasé, et puis la Cisjordanie nettoyée de ces Palestiniens. Qu'est-ce que Philippe Letchener? C'est le sujet, parce que vous savez, lorsqu'on parle du fameux rapport de l'ONU
qui dit qu'Israël est un système d'apartheid. Quand vous lisez, quand vous essayez de vous renseigner, c'est pas du tout ce qui est dit. Ce qui est dit, c'est que la situation dans un des territoires occupés, qui est la Cisjordanie, appelée par les Israéliens la Judée-Samarie, il y a là une situation d'apartheid. Oui. C'est donc très très important de répéter ça. C'est-à-dire que ce n'est pas le centre, n'est pas le centre d'Israël qui est jugé, parce que ce que vient de dire un des patrons du Shin Bet, si jamais c'était dit dans un des pays limitrophes d'Israël, le type est tué. C'est ça, il se fait couper la tête. Le type est juste tué, il se fait couper la tête. Voilà. Maintenant, tout ce qu'a dit voilà, on est moi j'y souscris, et pour cette histoire de ce qui se passe en ce moment à Gaza, je pense qu'il ne faut absolument pas écarter d'un revers de main le fait que ce ne soit pas une histoire de je fais exprès de perdre, mais que ce soit on n'y arrive pas et on les trouve pas. Ouais, ce sera beaucoup plus difficile sur le terrain. Un mot dans un état de droit différent. Enfin, c'est banal ce que je veux dire, mais la population, ça a été rappelé, dans une démocratie s'élève, mais il y a des gens qui veulent la paix. Et ça fait des décennies que ce conflit dure. Je veux pas faire le lien direct avec les élections américaines, mais quand même, comme on a débuté par cela, si toutefois Trump arrivait au pouvoir, comment les choses se passeraient-elles? Est-ce qu'il y aurait d'autres orientations? En tout cas, vous étiez à peu près d'accord, vous vous êtes mis à peu près d'accord tous les quatre sur ce dernier sujet, sur la situation en Israël et l'appel à la désobéissance d'Ami Ayalon, l'ancien patron du Shin Bet. Merci Noémie Alioua, merci Anne Durez, merci Alex Darmon et merci Philippe Litchener d'avoir été les quatre débatteurs de ce Mettez-vous d'accord ce matin. Et quatre autres débatteurs demain à partir de 10h30. Restez avec nous, ça continue. On va parler des Jeux Olympiques évidemment dans tous leurs états. Vous êtes sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.